La rencontre annoncée entre Donald Trump et Kim Jong-un est un pas dans la bonne direction, a estimé le ministre russe des Affaires étrangères. Mais dans quelle direction? Qui fera un pas vers qui? Les diplomates des deux pays s'arrachent sans doute déjà les cheveux pour savoir comment organiser cette rencontre historique entre deux dirigeants, qui jusqu'à présent ne s'étaient qu'invectivés par médias interposés. C'est la seule certitude à ce stade, le sommet entre les deux pays doit se dérouler d'ici à la fin mai. Le leader suprême nord-coréen est puissance invitante, mais le caractère éminemment politique du choix du lieu permet d'éliminer Pyongyang comme Washington. Dans un cas, comme dans l'autre, l'un des leaders donnerait le sentiment d'être l'invité, donc inférieur, de l'autre. Séoul, capitale de la Corée du Sud, sœur ennemie depuis plus de 50 ans, est tout aussi improbable, de même qu'un sommet sous l'égide de l'ONU à New York. Une ville étrangère pourrait accueillir le sommet, et certains États sont sans doute déjà sur les rangs, mais cela impliquerait un pays tiers. Cela obligerait aussi Kim Jong-un à quitter la Corée du Nord, ce qu'il n'a pas fait depuis son accession au pouvoir fin 2011. Reste la zone démilitarisée, DMZ, qui partage les deux Corées. Elle est facilement accessible, ultra sécurisée. Et les infrastructures pour un sommet international existent déjà. Le 3e sommet intercoréen de l'histoire doit s'y dérouler fin avril. Pour se dire quoi? Les sommets internationaux peuvent se négocier en coulisses pendant des années. À la stabilité du pouvoir sans conteste de Kim Jong-un depuis 6 ans s'ajoute la réputation de négociateur chevronné des diplomates nord-coréens. À l'inverse, le département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain, souffre depuis l'élection de Donald Trump d'une fuite des experts du dossier coréen. Le représentant spécial des États-Unis pour la politique nord-coréenne Joseph Yang, qui était l'un des principaux canaux de communication avec Pyongyang, vient de quitter son poste pour raisons personnelles. Du côté du président américain, une certaine improvisation est donc à prévoir, annoncent les observateurs. Kim invite Trump pour prouver que ses investissements dans le nucléaire militaire ont forcé les États-Unis à traiter avec lui d'égal à égal, estime Jeffrey Lewy, membre de l'Institut d'études internationales de Middlebury à Montréal, assurant que les Nord-Coréens essaient de convaincre un président américain depuis le mandat de Bill Clinton. Robert Kelly, professeur de sciences politiques associé à l'université sud-coréenne de Busan, avance lui aussi le risque que Trump franchisse 2 décennies de politique conjointe entre Séoul et Washington, au sujet de laquelle il n'a aucune idée, pour conclure un accord qui serait une victoire plus qu'aucun autre responsable américain ne validerait. La nouveauté, ce n'est pas l'invitation, c'est la réponse, a résumé Daniel Russell, le plus ancien des diplomates américains en Asie. Quel rôle pour Séoul? Ce sont des émissaires du Sud qui ont révélé que Pyongyang était prêt à discuter de son arsenal nucléaire, et que le président américain acceptait l'invitation du Nord à un sommet. Pendant les premiers mois de sa présidence,
Émaillé par les menaces nucléaires et balistiques de Kim Jong-un, Donald Trump a joué la carte chinoise pour tenter de peser sur le Nord. Il s'est aussi rapproché du premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président sud-coréen de centre-gauche Moon Jae-in n'était pas son interlocuteur principal. Patiemment, l'ancien avocat élu en mai a laissé faire Trump, mais c'est lui qui a amadoué le dictateur nord-coréen en misant sur les Jeux olympiques de la paix.